Un temps de progrès en faveur de la fille, mais également de regrets. Le mariage précoce, souvent forcé, avance comme une calamité muette, mais suffisamment désastreuse pour reconduire la fille du chemin de l'école. La détresse gagne en agressivité dans les zones de tension. Quant à la fille autochtone, l'accès à l'acte de naissance lui complique la citoyenneté camerounaise. Cependant, le rêve de l'idéal de fille se construit déjà. Le Cameroun l'exige, éduquée, autonome et femme dans le sens généreux du terme. Nous avons beaucoup d'enfants qui ne sont pas enregistrés, donc qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est un premier problème, un problème d'existence légale. Vous avez beaucoup d'enfants dont les soins primaires de santé ne sont pas assurés, soit du fait de l'ignorance, soit du fait de la négligence des parents, soit alors du fait de la pauvreté. Il y a des enfants qui n'ont pas leur carnet vaccinal à jour. Nous avons également des enfants qui sont soumis à des travaux avilissants. Des enfants qui sont victimes de la séparation des parents. C'est pour ça que vous avez parfois des enfants dans la rue qui se retrouvent en train d'être exposés à tous les fléaux, la drogue et tout ce que nous connaissons. Nous avons également des enfants victimes du déplacement des parents. Ce droit à l'éducation qui est violé. Des enfants victimes également des maladies, VIH et tout ce que vous connaissez. Vous avez également beaucoup de problèmes liés aux pesanteurs socioculturelles. Dans nos sociétés, par exemple, on a beaucoup de filles qui sont victimes de viols, mais dans la société, il faudrait être silencieux. La fille, victime d'un complot sexuel. La manigance des adultes développe une fixation à profiter des faveurs de son corps. C'est avant qu'elle ne soit même femme. Les écarts d'âge relèvent souvent des décalages honteux. Il y a des filles qui pensent que c'est normal. Quand les parents les envoient à l'école, ils peuvent faire jusqu'au niveau du cours moyen 2. Mais puisque le nombre d'enfants est élevé dans la famille, le père préfère alors que la fille va en mariage à partir de peut-être 14 ou 15 ans pour envoyer les plus petits à l'école. Une interprétation à leur compte des livres de la révélation divine encourage la pratique de ces mariages peu recommandables. Oh, c'est vrai qu'on nous accuse. Nos parents qui ont fait ça, c'était l'ignorance. Parce qu'avant, même le Coran, là, on lisait ça, mais on ne savait pas ce que ça disait. Même les parents, maintenant, à l'heure actuelle, ils veulent que leurs filles réussissent. Les filles réussissent, ils aident les parents plus que même les garçons. Parce qu'un garçon, dès qu'il se marie, c'est fini. C'est l'autre famille qui va le prendre. Ce n'est pas la femme qui décide du nombre d'enfants dans le ménage. On se dit que quand c'est Dieu qui donne et il faut avoir le plus grand nombre. Et pourtant, il y a beaucoup de risques au niveau de la santé. La situation est parfois imputable à la misère ambiante. La peur du lendemain s'entretient par la rareté du bol alimentaire. Cette absence chronique de soupe jette une hypothèque quant à la fréquentation scolaire. Ce qui me déchire le plus, c'est de voir les jeunes filles comme moi en difficulté. J'ai été mariée 2 fois. J'ai fait d'abord 6 ans de mariage. Après, je suis divorcée à cause des problèmes que j'ai eu avec mon mari, la famille de mon mari. Bon,
Après 2 ans de divorce, je me suis encore remariée. Donc j'ai fait 1 an. Après j'ai encore divorcé. Bon, je suis restée au quartier comme ça, sans rien à faire. Donc j'attendais de me remarier encore. Si on est en train de donner sa fille pour rembourser une dette, pour avoir de l'argent, la jeune fille est maintenant utilisée comme une marchandise. Et je dois féliciter Plan International qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, qui a permis de parler de cette problématique, parce que souvent on voyait plutôt le mariage des enfants dans le septentrion ou l'Est, et finalement on avait laissé de côté la charte de l'Union africaine dit que l'âge légal du mariage doit être 18 ans, que l'on soit un garçon ou une fille. Malheureusement, au Cameroun, le Code civil dit que l'âge légal du mariage chez la fille est 15 ans. Voilà. Il est important de poursuivre le dialogue avec les différentes parties, la société civile et le gouvernement, de façon à faire en sorte que, effectivement, de manière très stricte, qu'on puisse éviter que les enfants puissent être mariés, et nous devons faire en sorte que l'intérêt de l'enfant soit toujours au-dessus des décisions que nous devons prendre. Avec l'arrivée des réfugiés, on a beaucoup de problèmes. On a partagé le champ avec eux. Jusqu'à la nourriture nous fait insuffisant. D'ici 1 an ou 2 ans, ça sera plus dur. Et chez nous encore, on a des problèmes pour envoyer les enfants à l'école. On n'a pas la moyenne pour leur donner, pour payer même les livres, les cahiers. La détresse de la fille dans les zones de conflit de l'extrême nord et de l'est interpelle les consciences. Les incertitudes de la vie de guerre compromettent son éducation, laquelle négocie plutôt un virage paradoxal, celui de poseuse de bombes. C'est une sorte de spécialisation nouvelle en suicide et tuerie collective, au nom de la foi folle. Le conflit est difficile pour tout le monde, et particulièrement pour les couches déjà défavorisées que sont les femmes et les filles. Donc par rapport aux filles qui sont dans des situations de conflit, il s'agit essentiellement des questions de violence basées sur le genre, des questions de viol, et surtout que les filles-là n'ont pas une opportunité de se développer parce que subitement la situation de crise met fin à tous les épanouissements. 40% des enfants ne peuvent pas aller à l'école dans le camp pour plusieurs raisons, notamment le manque d'infrastructures. Et un autre phénomène auquel ils sont confrontés, il y a environ 144 000 enfants nigérians, camerounais à l'extrême nord, dont les écoles n'ont pas été ouvertes récemment. La majorité aussi, ce sont des filles. Mais aussi, c'est le mariage précoce qui est une conséquence et de la famine et des traditions culturelles et autre chose. Les parents sont tentés de marier rapidement la fille parce que ça fait pour eux une charge en moins. L'enfant n'a pas cette stabilité. En général, les conflits font que les parents se déplacent ou alors on vit dans la peur et ces enfants ne peuvent pas aller à l'école normalement. On a des problèmes de mariage, que les hommes détournent les filles à aller en mariage quand elle n'est même pas encore arrivée à l'âge de se marier, et elle est obligée d'abandonner l'école. Moi-même, j'ai accepté de me marier. La fille autochtone subit le poids du complexe d'infériorité ethno-tribale. Le voisin bantou pose sur elle un regard de Sophie. Avec tant de choses que j'ai subies, lorsque j'étais même à l'école primaire, des injures, des discriminations, tout ça là, je ne supportais pas. Les gens disent de nous que nous sommes des animaux, nous devons vivre là où nous devons être parce que nous restons dans la forêt. Regardez celle-là, ou bien regardez celui-là, il vient faire quoi ici, il n'a pas le droit parce que c'est ce que moi j'ai subi, que je n'existe pas.
La fille autochtone est scolarisable, mais les enseignements reçus dans une langue étrangère jugulent ses chances de réussite. Elle a le devoir de côtoyer le voisin bantou pour aller à l'école, se faire établir un acte de naissance, se soigner ou encore se vêtir. Cependant, la réciproque de cette migration encore à sens unique tarde à être envisagée. Ce serait difficile de trouver un enfant Baka qui soit à jour dans son calendrier vaccinal. Ce serait difficile de voir un enfant ou une fille Baka qui aille à l'école normalement. Lorsque vous commencez l'école le premier jour et que la transmission de savoir se fait dans une langue qui ne vous dit rien, vous vous sentez plutôt en territoire étranger. Et nous avons vu que dans la population autochtone, ils sont vraiment en proie à de la stigmatisation, à des brimades et des frustrations. D'autres contradictions plombent son épanouissement. C'est une chasseuse dans les gènes, mais le bantou la veut cultivatrice. Elle est cueilleuse née, cependant, il lui est improvisé un destin de commerçante. C'est une race de nomades. Seulement, le collectif rural tient à la sédentariser. Il lui est demandé d'aller en classe quand c'est la saison de la chasse giboyeuse. Cette vocation chronique à vouloir la voir autrement qu'elle ne le souhaite elle-même désoriente jusqu'à son destin. Nombre de fléaux contre la fille sont rebelles au changement, certes, mais un faisceau de mesures correctives produit déjà des résultats probants. L'un des modèles à multiplier à travers le triangle national provient du quartier Briqueterie à Yaoundé. L'association des femmes Aoussa pour le développement à Fadev offre son aide aux victimes des mariages précoces. Elle agit comme centre d'écoute et d'enregistrement des cas. Comme je ne connaissais pas lire ni écrire, il faut que je saute sur l'occasion. Depuis que j'ai commencé, alhamdulillah, je me sens bien. Et je suis fière de moi aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école. J'ai commencé la formation de décoration et j'ai aussi commencé l'école. Donc maintenant, j'arrive déjà à lire et à écrire. Je compte ouvrir un atelier de décoration et je veux aussi aider mes proches. La formation des victimes intervient comme une obsession de réinsertion économique. Nous soutenons le gouvernement pour essayer de comprendre un peu quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons moins de filles à l'école dans ces zones-là. Nous mettons en place ce qu'on appelle des programmes d'éducation accélérée pour permettre aux personnes qui sont hors du système scolaire ou qui ont décroché de pouvoir récupérer. L'éducation, c'est le droit qui donne aussi accès aux autres droits parce que cela vous éveille l'esprit et cela vous permet d'avoir accès à l'information. Les campagnes de sensibilisation à répétition achèvent désormais de convaincre des dignitaires traditionnels et des ministres du culte, autrefois fascistes des mariages rapides. Il y a une grande prise de conscience par les parents quant à l'éducation de la fille. Aujourd'hui, nous avons des filles qui vont à l'école, qui achèvent le cycle primaire. Il y a une 36 ou 37 filles qui vont aller à l'université cette année. Je vous dis 36. On a bien compté. Avant, il n'y avait même pas deux. Il y avait ma fille qui voulait se marier. C'était sa mère qui a d'abord interdit ça. Elle dit qu'elle veut que sa fille réussisse, elle fréquente. Maintenant, cette année, elle est à l'université. Voyons sur 3 éléments qui sont ce qu'on appelle les 3 P. Le premier P, c'est la question de leur participation. Ce n'est pas parce qu'elles sont des filles qu'elles ne doivent pas avoir la voix. Le deuxième élément, c'est aussi le partenariat avec les hommes et les garçons. Parce que si vous travaillez avec les filles, il est important de changer le comportement des garçons à leur attitude. Pour savoir que si une fille a une bonne note, ce n'est pas parce qu'elle s'est exposée. C'est aussi parce qu'elle est intelligente. Normalement, il faut qu'une fille soit au moins, elle a 21 ans. Hein? Elle peut se marier. Mais une fille qui se marie à 15 ans, 14 ans, c'est un crime. Nous sommes engagés dans une activité qui nous permettra de lancer au Cameroun avec l'appui de l'Union africaine une campagne pour mettre fin au mariage forcé, au mariage d'enfants. Non au passage de sang. Article 301, alternance sexuelle similaire, condamné et puni.
Article 355. Entrave au droit de la scolarisation des enfants. Condamné et puni, oui à la scolarisation des filles. Article 367. Le mariage forcé des filles de moins de 18 ans. Condamné et puni. Il y a déjà un article spécial qui sanctionne le mariage forcé. Et nous ne parlons pas aussi, nous pouvons aussi évoquer d'autres articles portant sur les violences aux femmes en général, et ces violences portent aussi sur la jeune fille, le viol par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avancées et nous espérons que maintenant que le document légal existe, que nous allons voir la réalité sur le terrain, c'est-à-dire son application, la mise en œuvre. Et il faut déjà passer par la vulgarisation. Nous avons un nouveau code pénal, nous devons le vulgariser dans un langage que tout le monde pourra comprendre. Le second est fort. L'infortune de la fille dans les zones de tension connaît un redressement. La société civile nationale et internationale mobilise ses ressources humaines, matérielles et financières au profit de la communauté et de la fille. Nous intervenons depuis 2015 dans les domaines des activités comme l'éducation en situation d'urgence, la protection des enfants. Nous avons environ 57 000 Nigérians qui sont dans un camp de réfugiés à Menawawa. Et la majorité des réfugiés, ce sont des enfants, notamment des filles. Et nous avons aussi des camps de réfugiés à l'est, mais nous avons beaucoup de réfugiés centrafricains qui ne sont pas dans les camps, qui sont dans les villages, chez l'habitant qui habite chez les parents. L'assistance du PAM consiste à donner des vivres. Nous avons enregistré les enfants non accompagnés et séparés. Nous avons identifié des familles d'accueil et nous avons placé également ces enfants non accompagnés dans des familles d'accueil. Nous avons mis sur pied le 10, le panel pour la détermination d'intérêt supérieur de l'enfant au niveau du camp. L'alimentation comme besoin vital et primaire incite nombre d'organisations à l'action. Nous distribuons des vivres au niveau des familles. Ça donne à manger à toute la famille et notamment les enfants. Ce qui fait que lorsque la famille a de quoi manger, elle n'envoie pas, ou en tout cas elle ne laisse pas les enfants sortir pour essayer de trouver des mécanismes de survie. Et quand on parle de mécanismes de survie, c'est souvent des mécanismes négatifs, y compris la prostitution. Donc en donnant à manger aux familles, on protège l'enfant dans ce sens-là. Aussi, nous avons des programmes spéciaux sur la nutrition. Avoir une bonne nutrition n'est pas nécessairement avoir accès à la nourriture, c'est l'hygiène, c'est le comportement et c'est la manière de se nourrir. Nous avons également le suivi régulier des cas au niveau de la justice. Nous avons mis en place le processus de rétablissement des liens familiaux et la réunification familiale. Il y a également des évaluations d'intérêt supérieur de l'enfance, des espaces d'amis d'enfants et des clubs d'adolescence ont été mis en place au niveau du camp. L'accompagnement aux activités génératrices de revenus relève d'une insistance permanente. La fille aussi reçoit des appuis en matière d'encouragement à la pratique d'une agriculture mixte. Les pouvoirs publics y sont à l'écoute de la femme et de la fille. Nous avons mis sur pied des centres de convivialité où ces personnes qui ont été victimes d'une violence quelconque peuvent aller se reposer pendant 2 à 3 jours maximum. C'est-à-dire quelqu'un qui a été violenté physiquement, qui a besoin d'un encadrement psychosocial, parfois même médical, peut se reposer. Et c'est aussi un espace où les jeunes filles ou les gens peuvent apprendre un métier. On les sensibilise sur l'importance d'une bonne hygiène de vie. On n'est pas sans savoir qu'il y a des écoles dans ces centres de réfugiés. Il y a aussi l'apprentissage à certains métiers. La couture par exemple, la teinture et la fabrication des bijoux, l'esthétique coiffure, la transformation des matériaux agricoles aussi, c'est-à-dire des produits de nos champs. On leur apprend à les mettre en valeur.
Dans le club des jeunes, on m'a appris à participer aux droits, aux décisions qui me concernent. On m'a appris mes droits. Moi et mes amis des Amaïs, nous avons besoin beaucoup d'activités pour notre protection. Je veux me défendre à trouver du travail ici au niveau de la promotion de la famille. Aujourd'hui, je vois que les choses ont changé, plus qu'avant, parce que les gens me respectent. Avec cette place que le bon Dieu m'a donnée, parce qu'il ne savait pas un jour qu'il devait être député junior et faire des voyages, entretenir des relations avec des grandes personnalités. Une formation scolaire sans clan ni caste, l'éducation inclusive apparaît comme la voie à suivre en faveur de la fille autochtone dans les régions du centre, du sud et de l'est. Nous avons pu mettre avec toujours les mêmes partenaires qui sont plan international, un programme spécifique pour permettre aux Baka et en particulier les filles Baka de repartir à l'école. Créer au sein des communautés Baka elles-mêmes les voix qui vont monter et revendiquer les causes des peuples autochtones. Vous voyez, ces voix sont beaucoup plus représentatives que la voix de plan. Nous nous sommes donnés comme objectif de contribuer à renforcer la capacité des organisations de la société civile au sein de la communauté Baka. Donc que les lois changent, que les voisins regardent, que l'homme de la rue regarde, que les partenaires regardent et s'arrêtent pour dire aujourd'hui la fille, l'enfant Baka, l'enfant marginalisé doit avoir les mêmes chances que les autres enfants. C'est de se mettre au travail, à l'étude. Elles ne doivent pas baisser les bras parce qu'elles ont peur. Nous ne faisons pas de distinction entre les non-Baka et les Baka. Tout le monde est admis à ces centres de formation et s'il y a des difficultés quelconques, il nous arrive d'autoriser qu'on prenne ces tranches dans ces catégories spéciales pour des formations sans rien demander en retour. L'assistance à l'endroit de la fille autochtone a comme centre d'intérêt l'élaboration des programmes scolaires adaptés. Papa est le point de départ. Au niveau de la CIL, 80% de l'enseignement se fait en Baka et au niveau du cours préparatoire, on diminue à 70%. Et au cours élémentaire 1, 60%. Mais c'est là où on fait la transition. À partir du cours élémentaire 1, le Baka diminue et le français monte. Si bien qu'au niveau du cours moyen 2, le Baka reste à 20% et le français, dont les autres langues, français et anglais, 80%. Nous contribuons à la rétention des enfants Baka dans les salles de classe pendant l'année scolaire à travers des séances éducatives, de la projection des vidéos participatives qui montrent un peu comment la question de l'éducation évolue dans la sous-région. Les leçons sont inspirées des situations de vie qui sont des morceaux d'une réalité de forêt dense. Un idéal de fille camerounaise se profile à l'horizon. 2030-2035 en sont les bornages historiques. Le portrait robot de la fille type l'accrédite d'une éducation solide dans la tête. C'est la fille qui participe au développement de notre pays, comme tout autre citoyen. Elle peut être entrepreneur, elle peut être chef d'entreprise, elle peut être ministre. Il y en a déjà, mais je pense que le nombre n'est pas encore suffisant. C'est une fille dont tous les droits sont respectés. C'est une fille qui est prise en charge au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. C'est une fille qui peut s'exprimer. La capacité de donner la vie ne lui est pas querellée. Mais en même temps qu'elle porte en avant, que son rôle ne se limite pas uniquement à la procréation, qu'elle se sente aussi concernée
dans la participation au développement total pour que notre pays puisse être un pays émergent dans lequel la femme va reconnaître qu'elle a joué un rôle. Il s'agit donc d'agréer l'indispensable jeu de complémentarité avec l'homme, lequel sera en droit de réclamer une contribution encore plus considérable d'elle en matière de devoir conjugal, de suivi du ménage et de partage des charges financières. En somme, le profil de la fille de rêve est celui de l'autonome généreuse.